pour toute personne qui court un peu sérieusement, il y a ce moment, presque rituel après un gros effort. La satisfaction, bien sûr, mais aussi cette petite voix qui murmure « et demain, les courbatures ». Ah oui, cette appréhension. Exactement. Et là, le grand débat commence. Rouleau en mousse, le modèle vibrant qui coûte une fortune, des étirements, comme on nous l'a toujours appris. Le marché est complètement inondé de solutions miracles. C'est ça. Alors aujourd'hui, on va tenter de mettre un peu d'ordre dans ce chaos en se penchant sur une étude scientifique très précise qui a comparé ces méthodes frontalement. Tout à fait. On va analyser un article qui est vraiment parfait pour notre sujet. Il est intitulé Vibration Rolling, Non-Vibration Rolling and Static Stretching for Delayed Onset Muscle Soreness. Et j'en passe. Un titre bien complet. Oui, très scientifique. Il a été publié en 2026 dans le Journal of Sports Science and Medicine par Chaowen Wu, Chen-Hao Hang et Naijen Cheng. Et leur mission, elle était simple et directe. Laquelle? Déterminer si une de ces trois interventions, le rouleau vibrant, le rouleau classique ou les étirements statiques, est réellement supérieure aux autres pour atténuer les courbatures et accélérer la récupération. Et ça, chez des coureurs expérimentés. Parfait. Alors, avant de plonger dans le protocole et les résultats, commençons par le début. L'ennemi public numéro 1 du lendemain de course, les courbatures. Les scientifiques ont un petit nom pour ça, les DOMS. Oui, DOMS, pour Delayed Onset Muscle Soreness. En français, on dirait douleur musculaire d'apparition retardée. C'est important, ce n'est pas la douleur pendant l'effort. Non, c'est celle qui arrive le lendemain ou même le surlendemain. C'est ça, 24 à 48 heures plus tard. Une douleur un peu sourde, de la raideur, c'est le résultat direct de microtraumatismes en fait, de toutes petites déchirures dans les fibres musculaires. Surtout après un effort inhabituel comme une course avec beaucoup de descentes par exemple. Exactement. Et pour mesurer ça de manière objective, j'imagine qu'on ne peut pas juste demander aux gens « alors vous avez mal sur une échelle de 1 à 10 ». Ben non, la perception de la douleur, c'est trop subjectif. Du coup, les chercheurs se tournent vers des marqueurs biologiques dans le sang. Le principal, c'est la créatine kinase, ou CK. La créatine kinase. On peut voir ça un peu comme les débris laissés par un chantier. Quand les fibres musculaires sont endommagées, elles libèrent cette enzyme, la CK, dans le sang. Donc plus le taux de CK est élevé, plus le dommage musculaire est important. Logique. Voilà. Et il mesure aussi des marqueurs de l'inflammation, comme la protéine C-réactive, la CRP, et l'interleukine 6, qui montrent comment le corps réagit pour gérer ces dommages. Bon, on a un problème bien défini et des outils précis pour le mesurer. C'est là que l'étude devient vraiment intéressante, surtout par son protocole. Ils n'ont pas pris n'importe qui. Non, et c'est un point absolument crucial. Ils ont recruté 18 coureurs adultes expérimentés. Le critère, c'était d'avoir déjà terminé au moins un semi-marathon. Ah oui, donc on parle de gens qui connaissent leur corps, qui ont une routine. Tout à fait. Ça élimine le biais du débutant qui aurait mal simplement parce que son corps n'est pas du tout habitué. D'accord. Et comment on provoque des courbatures de manière contrôlée? On ne peut pas juste leur dire « allez courir et revenez demain », j'imagine. Non. Le protocole était d'une grande rigueur. La première étape, c'était l'induction des courbatures. Tous les participants ont dû courir sur un tapis roulant incliné, en descente. Le fameux exercice qui force les contractions excentriques, c'est ça qui fait le plus de dégâts, non? Et c'est exactement ça. Le muscle s'allonge tout en étant sous tension pour freiner le mouvement. C'est la méthode la plus fiable pour générer des DOMS de manière standardisée. Ok. Une fois que tout le monde est bien préparé à souffrir le lendemain, vient l'intervention. Voilà. Immédiatement après l'effort, chaque coureur a été assigné au hasard à l'une des 3 routines de récupération. Chacune durait 20 minutes et ciblait les muscles clés. Fessiers, quadriceps, ischio-jambiers, mollets. Les 3 routines étant: premier groupe, rouleau vibrant, réglé sur une fréquence de 28 Hz. Deuxième groupe, le même protocole, le même rouleau, mais sans activer les vibrations. Le groupe rouleau classique en somme. C'est ça. Et le troisième groupe a effectué une série d'étirements statiques tout à fait classiques pour les mêmes zones. Et enfin, la dernière phase, les mesures, pour voir si tout ça servit à quelque chose. Oui. Prise de sang et toute une batterie de tests physiques. Et ça à 3 moments clés. Avant l'exercice, pour avoir une base de référence, puis 24 heures et 48 heures après, au moment où les courbatures sont censées être à leur pic. Exactement. Ils ont mesuré la souplesse, la raideur musculaire, la hauteur de saut verticale pour la puissance et même l'équilibre dynamique avec un test spécifique.
Bon, on a un protocole très solide, des coureurs expérimentés, des mesures objectives, tout est en place pour une réponse claire. J'imagine que le rouleau vibrant avec toute sa technologie a dû se démarquer, non? Eh bien, c'est là qu'arrive la grande surprise de cette étude. Préparez-vous, parce que le résultat principal, c'est qu'il n'y a eu aucune différence statistiquement significative entre les trois méthodes. Attendez, pardon. Vous voulez dire qu'utiliser un rouleau vibrant à 150 €, un simple cylindre de mousse à 20 € ou juste s'étirer par terre, ça a produit le même résultat physiologique? C'est le point crucial que les données ont révélé. Absolument aucune des trois interventions n'a démontré de supériorité. Pour être plus précise, les chercheurs ont observé ce qu'ils appellent un effet temps. Un effet de temps? C'est-à-dire? C'est-à-dire que la créatine kinase, notre marqueur de dommage, a bien grimpé à 24 heures, puis a commencé à redescendre à 48 heures. Mais ce schéma était identique dans les trois groupes. Le corps suivait simplement sa propre courbe de guérison, peu importe l'intervention. Donc, si je comprends bien, les trois courbes de récupération étaient parallèles. Personne n'a vraiment pris d'avance dans la course à la récupération, c'est ça? C'est exactement ça. En jargon statistique, on dit qu'il n'y a pas eu d'effet d'interaction. Si le groupe rouleau vibrant avait vu son taux de créatine kinase chuter beaucoup plus vite que les autres, là on aurait eu un effet. Mais ici, non. Les courbes sont parallèles. Personne n'a récupéré plus vite. C'est incroyable, je dois avouer que je suis surpris. On investit parfois beaucoup d'argent dans ces appareils en pensant avoir un avantage, et cette étude suggère que c'est du pareil au même qu'une simple série d'étirements. C'est ce que les données physiologiques montrent, oui. Alors, la grande question c'est pourquoi? Pourquoi ces outils sur lesquels tant de sportifs comptent ne montrent-ils aucun avantage mesurable ici? C'est la partie la plus fascinante de l'analyse. Les auteurs avancent plusieurs hypothèses. La première, elle est fondamentale. La récupération des dommages musculaires est un processus systémique, pas local. Systémique, c'est-à-dire qui concerne tout l'organisme. Exactement. Les débris comme la créatine kinase sont transportés par la circulation sanguine, et ce sont des organes comme le foie ou la rate qui font le travail de nettoyage. L'image est simple. Ce n'est pas parce que vous balayez vigoureusement le trottoir devant chez vous que les camions poubelles de la ville vont passer plus vite dans tout le quartier. C'est une excellente image. On agit sur un symptôme local, la douleur dans la cuisse, mais la cause profonde de la récupération est gérée au niveau de tout le corps. Voilà. Mais alors, ça pose une autre question. Pourquoi est-ce qu'on se sent souvent mieux après avoir utilisé un rouleau, par exemple? Précisément, c'est là qu'intervient la deuxième hypothèse, la théorie du portillon de la douleur, ou Gate Control Theory en anglais. En gros, la stimulation physique intense du rouleau envoie au cerveau des signaux nerveux de pression, de toucher. Qui ne sont pas des signaux douleur. Exactement. Et ces signaux voyagent plus vite sur les fibres nerveuses que les signaux de la douleur, qui sont plus lents. Ils arrivent les premiers au portillon dans la moelle épinière et, en quelque sorte, ils le ferment. Ça empêche une partie des signaux de douleur d'atteindre le cerveau. C'est un peu comme écouter de la musique très fort pour ne pas entendre un bruit agaçant dans la pièce d'à côté. Le bruit est toujours là, mais notre cerveau est occupé par autre chose et le perçoit moins. C'est une analogie parfaite. Le statut physiologique du muscle ne change pas, la réparation ne s'accélère pas, mais notre perception subjective de la douleur est temporairement atténuée. C'est un soulagement des symptômes, pas une guérison accélérée. Ça va vraiment à l'encontre de tout le marketing qu'on voit. Les publicités promettent une récupération plus rapide, de meilleures performances. Absolument. Et les auteurs de l'étude sont honnêtes, ils abordent aussi les limites de leur propre travail. Pour le rouleau vibrant, par exemple, ils soulignent que la fréquence utilisée, 28 Hz, c'est une vibration assez basse. Plutôt un vrombissement léger, quoi. C'est ça. D'autres études qui, elles, ont trouvé des effets positifs, utilisaient des fréquences bien plus élevées, proches de 50 Hz. C'est beaucoup plus intense. Il est donc possible que la dose de vibration n'ait pas été suffisante ici. D'accord. Donc la porte n'est pas complètement fermée pour le vibrant. Non, mais ça place la charge de la preuve sur les fabricants. C'est à eux de démontrer à quelle fréquence et avec quel protocole leurs appareils sont vraiment efficaces. Alors, concrètement, est-ce que ça veut dire que je dois jeter mon rouleau en mousse à la poubelle? Non, pas du tout. Le message n'est pas que ces outils sont inutiles, mais qu'il faut redéfinir leurs bénéfices. L'étude montre qu'ils ne sont pas néfastes et qu'ils sont physiologiquement équivalents à court terme. Donc, le choix se fait sur d'autres critères. Exactement.
la préférence personnelle, le coût et surtout la sensation de bien-être subjective. Si le rituel du rouleau après une grosse séance aide une personne à se détendre, à se sentir proactive dans sa récupération, c'est un bénéfice en soi. L'effet psychologique de prendre soin de son corps. Il n'est pas du tout à négliger. C'est donc plus un outil de bien-être ou de gestion de la perception de la douleur qu'un véritable accélérateur de guérison. C'est une excellente façon de le résumer. Et il faut rester critique. Les auteurs mentionnent une autre limite importante. Il n'y avait pas de groupe de contrôle passif, c'est-à-dire un groupe qui n'aurait fait absolument rien. Exactement. Ah. Et qu'est-ce qu'un tel groupe nous aurait appris? Il nous aurait permis de répondre à la question de base. Est-ce que faire quelque chose, n'importe laquelle de ces 3 interventions, est mieux que de ne rien faire du tout? Il est possible que même ces interventions n'aient eu aucun effet par rapport à une simple attente passive, ce qui rendrait la conclusion encore plus forte. Voilà. Mais même sans ça, la conclusion reste la même. Dans les 48 premières heures, le moteur principal de la récupération, c'est le temps et les processus de guérison naturelle du corps. En résumé, que ce soit avec un rouleau vibrant high-tech, un rouleau classique ou de bons vieux étirements, les bénéfices mesurables sur la récupération physiologique semblent modestes et surtout comparables. La machine la plus performante pour réparer les muscles reste notre propre corps. Et ça nous amène à une dernière réflexion pour aller un peu plus loin. Si ces interventions locales ont un impact si limité sur des processus qui sont, on l'a vu, systémiques, Alors il faut peut-être chercher ailleurs. peut-être que l'avenir de la récupération ne se trouve pas dans un nouvel appareil, mais dans l'optimisation des facteurs qui ont, eux, un impact global sur le corps. On entend souvent dire qu'il faut bien dormir et bien manger, mais c'est parfois un peu vague. Qu'est-ce qui se passe réellement dans le corps? C'est là que la science devient passionnante. Prenons le sommeil. Ce n'est pas juste du repos passif. C'est pendant les phases de sommeil profond que le corps libère la plus grande quantité d'hormones de croissance. L'hormone qui répare les tissus? C'est l'un des principaux chefs d'orchestre de la réparation des tissus, y compris des fibres musculaires. Une mauvaise nuit de sommeil, c'est littéralement priver son corps de son principal outil de reconstruction. Et pour la nutrition, c'est la même chose, j'imagine. C'est tout aussi direct. Juste après l'effort, il y a cette fameuse fenêtre métabolique. Les protéines, ce sont les briques, les acides aminés, pour reconstruire les fibres. Les glucides, c'est pour reconstituer les stocks de carburant. Ignorer ça, C'est comme envoyer une équipe de construction sur un chantier sans briques ni ciment. l'image est parfaite. Donc la question que cette étude nous pousse à nous poser, c'est peut-être, est-ce que le meilleur outil de récupération n'est pas dans notre sac de sport, mais plutôt dans notre assiette et notre chambre à coucher? C'est une excellente conclusion. L'accent mis sur les gadgets peut parfois nous faire oublier les fondamentaux, qui sont souvent les plus puissants. L'étude nous invite à une forme d'humilité. La technologie la plus avancée pour la récupération, c'est celle qu'on possède déjà, notre propre biologie. Une perspective qui remet beaucoup de choses en place. Pour celles et ceux qui veulent plonger dans les détails, les graphiques, les analyses statistiques, l'article de Wu, Huang et Chang, publié dans le volume 25 du Journal of Sport Science and Medicine de 2026, est une lecture dense mais absolument fascinante. Une très bonne lecture en effet. Assurez-vous de vous abonner et d'activer les notifications pour ne pas manquer nos prochaines analyses en profondeur sur des sujets qui vous intéressent.